Bienvenue dans Transforming Tokyo, l'émission où nous explorons le passé et le présent des quartiers de la capitale japonaise. Nous sommes dans le quartier mondialement connu de Harajuku, où l'on peut voir de nombreuses tenues extravagantes. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour ceux qui s'intéressent à la culture et à l'histoire. J'ai hâte d'explorer ce quartier. Nous commençons avec le cœur de la culture urbaine de Harajuku, la rue Takeshita, 350 mètres de mode, de nourriture et de fun. Notre guide s'appelle Mathilde, une créatrice de mode française qui travaille dans le quartier. Bonjour Mathilde. Bonjour, enchantée. Vous êtes superbe. Merci beaucoup. Je vais vous emmener avec moi à la rue Takeshita. Suivez-moi. Grâce à son atmosphère créative, Harajuku a pu développer son style singulier au fil des années. Pour moi, Harajuku, c'est un style de vie que personnellement j'ai adopté depuis pratiquement plus de 10 ans maintenant. Il y a une communauté autour de ce mouvement de mode et on peut échanger entre nous, on peut se rencontrer, on crée des amitiés aussi comme ça. Harajuku, c'est le style Lolita qui existe depuis un bon moment maintenant. Il y a le style Decora aussi, qui est très coloré, avec beaucoup d'accessoires. Il y a aussi des mélanges de styles traditionnels japonais avec des kimonos comme moi aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des styles plus sombres, comme des styles un peu plus gothiques. De nombreux designers exposent ici leurs créations uniques, comme le propriétaire de cette boutique. Mon père a ouvert cette boutique en 1980. Tant de jeunes sont venus ici et ont créé leur style. Maintenant, nous avons la culture kawaii. En arrière-fond, nous avons mélangé beaucoup de cultures d'autres pays. Si vous vous sentez mignonne ou jolie, c'est kawaii. Les Japonais aiment les règles, mais de l'autre côté, nous avons aussi l'esprit punk. L'esprit libre de Harajuku résulte du mélange des cultures japonaises et occidentales que la région a connues après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ici que tout a commencé. Ce magasin de jouets d'Omotesando a été l'un des premiers à vendre des produits aux familles américaines postés dans le parc Yoyogi juste après la guerre, renforçant l'image tendance du quartier Harajuku. Lors d'une promenade avec un historien local, j'apprends que le parc Yoyogi a eu de nombreuses fonctions depuis les années 40. L'armée américaine a voulu faire de ce parc de Yoyogi un lieu où les officiers pouvaient vivre avec leurs familles et l'a transformé en un complexe familial du nom de Washington Heights. En 1964, les Jeux Olympiques se sont déroulés et à ce moment-là, le village olympique a accueilli de nombreux athlètes. Le parc de Yoyogi a ensuite ouvert au public en 1967. Aujourd'hui, Yoyogi est l'un des parcs les plus populaires de Tokyo. À proximité se trouve Meiji-Jungu. Chaque année, plus de 10 millions de personnes passent par ces portails torii. Achevé en 1920, ce sanctuaire shintoïste est dédié aux âmes de l'empereur Meiji et de l'impératrice Shoken. Il a été détruit lors des raids aériens de la Seconde Guerre mondiale, mais a été reconstruit dans les années 50. L'atmosphère mystérieuse de Meiji-Jingu se prête aux expériences spirituelles. Ce puits a 400 ans. La légende veut qu'il ait été creusé par un seigneur de guerre féodal. Et apparemment, il peut vous porter chance. Ici, comme dans le reste de Tokyo, l'ancien et le moderne cohabitent. Conçu par l'architecte vedette Kengo Kuma, ce musée a ouvert ses portes en 2019 pour célébrer le 100e anniversaire du sanctuaire. Loin de l'agitation des rues commerçantes de Harajuku, Meiji-Jingu est un havre de paix, un lieu où l'on peut se perdre dans 70 hectares de forêt sacrée en plein cœur de Tokyo.